Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Stéphane Gugino, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes le délégué général du comité pour la Transalpine, alors comité dont on a entendu parler la semaine dernière puisque la métropole de Lyon, présidée par l'écologiste Bruno Bernard, a décidé de s'en retirer. On va y revenir longuement. Mais d'abord, vous suivez évidemment le chantier du Lyon-Turin pour poser les éléments du débat. Où en est ce chantier? Sur 57 km de tunnel, il y en a 10 de creusés, c'est ça? Absolument, donc il y a 11 km de tunnel, du tunnel définitif qui est creusé. Au total, c'est 30 km de galeries qui ont été réalisées. L'ouvrage sera livré en 2030-2032. Mais ce tunnel sous les Alpes n'est que la pierre angulaire de la liaison, en fait, qui doit relier Lyon à Turin et plus largement près de 3000 km de réseau ferroviaire entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. À ce titre-là, c'est un projet véritablement stratégique pour l'Europe. Donc ce tunnel central, il est financé, il n'y a pas de risque sur son financement, il est irrémédiable. Il se fera. Il est irréversible aujourd'hui, les travaux sont très avancés, l'Italie, l'Union européenne ont sécurisé les engagements, la France sécurise les engagements année après année dans la loi de finances, mais c'est couvert par des traités européens. Oui, ce tunnel est irréversible et sera bientôt livré. Donc l'enjeu maintenant, c'est les accès à ce tunnel. En Italie, on a entendu qu'ils avaient débloqué 1,9 milliard pour créer ces accès. Il y a beaucoup plus d'accès à créer en France. Oui. Et il y a un arbitrage à faire. En gros, c'est savoir si on fait une station voyageur à Chambéry ou si on privilégie le fret, les camions sur le train, et qu'on va directement dans une grande infrastructure jusqu'au tunnel. La totalité de la liaison entre Lyon et Turin a été déclarée d'utilité publique et urgente en 2013. Depuis ce temps, il n'y a pas grand-chose qui a avancé côté français. Et pour essayer de donner une image un petit peu concrète, c'est comme si on construisait un grand pont, c'est-à-dire le tunnel sous les Alpes, que du côté italien, il y avait les routes qui sont adaptées pour pouvoir y acheminer tout le trafic, mais côté français, eh bien, à ce jour, il n'y a aucune décision de prise sur comment on va créer des voies depuis Lyon, des voies nouvelles pour les marchandises, pour les voyageurs, qui vont permettre d'alimenter ce tunnel. Aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu, c'est la programmation de ces voies d'accès. Alors on a entendu le retrait de la métropole de la Transalpine. Est-ce que c'est purement symbolique ou est-ce que ça a un impact sur la Transalpine? Écoutez, c'est un poids symbolique assez fort. Effectivement, la métropole de Lyon, qui était pourtant membre fondateur de ce comité, a quitté le comité la semaine dernière. C'est logique, puisque c'est cohérent par rapport aux prises de position des écologistes ces dernières années, mais c'est tout à fait regrettable, puisque je précise qu'il s'agit quand même du plus grand chantier européen de mobilité bas carbone en Europe. Le faire avancer nécessite l'union de tous. La métropole de Turin est très engagée. Quand on pense aux vallées alpines qui sont asphyxiées, c'est un petit peu étonnant de voir la métropole se désintéresser d'un projet aussi structurant pour l'avenir du territoire, son avenir écologique et son avenir économique. Alors il y a différents arguments dans ce retrait. L'un des plus importants, c'est de dire que cette ligne n'aurait pas démontré son utilité, puisqu'il y a des infrastructures qui existent déjà et qui sont loin d'être saturées. Je crois qu'on peut faire passer 44 trains entre la France et l'Italie aujourd'hui, et il n'y en a que 30 qui circulent. Alors, il y a beaucoup de confusion et d'arguments nébuleux qui circulent sur le sujet. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que la liaison entre la France et l'Italie par les Alpes du Nord, c'est une ligne historique qui date de Napoléon III. Elle est totalement obsolète. Les opérateurs ferroviaires ne peuvent l'emprunter. Et surtout, c'est pour des raisons de sécurité, on a considérablement restreint la circulation dans ce vieux tunnel d'altitude qui a des pentes très fortes, dont l'exploitation est très compliquée. Et c'est la raison pour laquelle on fait le Lyon-Turin, c'est-à-dire on passe à la base de la montagne. Donc dire on n'utilise pas les infrastructures, il n'y a pas un professionnel du rail sérieux en France qui vous confirmera cet argument. Alors, il y a quelques activistes un peu militants et puis cheminots du dimanche qui avancent ces arguments-là, mais qui ne correspondent en aucun cas à une réalité. Je vais vous donner un exemple, Raphaël. Il y a 2-3 ans, on a inauguré une autoroute ferroviaire entre Calais et Turin. C'était un service de train pour mettre des camions sur ce train. Pas beaucoup, beaucoup moins qu'on pourra le faire avec le Lyon-Turin, mais quand même.
Ce service s'est suspendu cette année entre Calais et Turin, donc en passant par le vieux tunnel que je vous décrivais, parce que précisément cette ligne n'est pas exploitable et ne correspond pas aux attentes des opérateurs. C'est que l'attente n'est pas suffisamment forte. Il y a peut-être beaucoup d'autres choses à faire avant de faire Lyon-Turin pour développer le ferroutage entre Lyon et Turin. Alors qu'il y ait beaucoup de choses à faire pour développer le ferroutage, ça c'est une nécessité. Et on se positionne dans l'idée que le Lyon-Turin est aussi un vecteur qui va permettre d'accélérer. Le président de la SNCF, qui était à notre précédente Assemblée Générale, a dit « Le Lyon-Turin est un projet stratégique qui correspond tout à fait à la stratégie de la SNCF et de ses homologues européens ». Bien sûr, le fret ferroviaire, on en parle tout le temps, mais on ne le fait pas. Les choses semblent enfin émerger. Il faut bien comprendre que la problématique du ferroviaire, c'est que ça nécessite des investissements lourds qui sont rentabilisables dans la durée. Or, aujourd'hui, on est dans des sociétés qui appellent qui demandent des rentabilités assez courtes, notamment du côté des budgétaires et de la technocratie. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut absolument investir sur le fret ferroviaire. C'est d'ailleurs ce que disent les écologistes, hein. C'est le constat qu'en 30 ans, la part du ferroviaire, du ferroutage, les camions sur les trains en France est passée de 18% autour de 20%, est passée à 9% aujourd'hui, qui est un des plus faibles taux d'Europe, parce qu'on n'investit plus du tout dans le ferroviaire. Et donc, leur argument, c'est de dire ça ne sert à rien de faire Lyon-Turin si c'est pour desservir un réseau dans lequel on n'a pas du tout investi. Il faut d'abord investir dans notre réseau en France. Alors, c'est un argument qui fait un peu sourire, parce qu'il consisterait à dire on ne peut pas faire plus, alors faisons moins. C'est pas vraiment l'enjeu. Le développement du ferroviaire, l'investissement dans le réseau, c'est quelque chose, là-dessus on se retrouve avec les écologistes, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement mobilisé. On est membre de la coalition 4F qui rassemble l'ensemble des opérateurs français. Oui, il faut investir sur le fret ferroviaire. C'est la solution la plus écologique, la plus économique pour transporter des marchandises. Donc oui, il faut faire le Lyon-Turin, il faut faire les raccordements qui vont avec, et il faut développer le fret ferroviaire. Un plan qui a été réalisé ces derniers mois a été validé. Maintenant, on attend les actes. Ce que dit Bruno Bernard, c'est que développer le ferroutage, c'est des horizons 25 ans, ces investissements qui seront rentabilisés à long terme. Donc il faut choisir aujourd'hui entre le faire ou peut-être renoncer à le faire si on n'est pas prêt à y aller pour privilégier l'hydrogène dans les camions. En tout cas, il faut faire un choix. Alors, je ne connais pas l'expertise de Bruno Bernard en matière de transport, mais cette analyse, elle n'est pas partagée par les professionnels. Parce que ça consiste à dire, vu que c'est dans longtemps, ne le faisons pas, donc il faut quand même le faire, il faut quand même avancer. Et puis surtout, c'est l'idée de parier sur une énergie du futur qui n'existe pas encore. Ça ne correspond pas à la réalité, parce que, une énergie bas carbone qui permet de déplacer des millions de poids lourds de 44 tonnes pour monter des montagnes, c'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans. Deuxièmement, cette logique-là, elle conduirait à élargir les structures routières, élargir les autoroutes, doubler le tunnel du Mont-Blanc, et ça, personne ne veut. Et enfin, la clé, et la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui le montre bien, la clé, c'est la sobriété énergétique. Donc, un train sera, à la tonne kilomètre, est 6 fois moins consommateur d'énergie que les 45 camions qu'on peut mettre sur un train. Mais si on parle de bilan carbone du Lyon-Turin, c'est la Cour des comptes européenne qui a estimé que sur le bilan carbone total du projet, il faudrait au moins 25 ans d'exploitation de la ligne pour compenser le chantier de la construction. Alors, je vais pas trop en dire, mais il s'avère, puisque ça a été communiqué, que la personne qui a rédigé cette analyse pour la Cour des comptes européenne est un militant notoire anti-Lyon-Turin et par ailleurs dirigeant du plus gros lobby routier français. Donc on peut comprendre que son analyse, qui a été signalée à la Cour des comptes européenne, qui a bien noté qu'il y avait quand même un petit conflit d'intérêts, mais le plus drôle, c'est que cet expert, soi-disant indépendant, est aussi très lié avec les opposants au Lyon-Turin. Donc on voit que parfois, les positions sont paradoxales. En matière de conflit d'intérêts, sur la Transalpine, vous avez été régulièrement, les partisans du projet ont régulièrement été épinglés de différents scandales. Et puis au démarrage du projet, on parlait même plutôt de problématiques de lien avec la mafia, de corruption, d'achat de terrain. Alors ça, c'est un argument qui est souvent mis en œuvre. Alors ça, il s'agit bien du chantier du tunnel.
c'est pas le comité pour la Transalpine, il y a plus de 10 ans, un problème avec la gestion d'un restaurant et des problèmes de barrières. Tout ça, il y a très longtemps. Aujourd'hui, le chantier du Lyon-Turin s'est doté de la législation de lutte antimafia la plus novatrice et la plus sévère en Europe. Et il n'y a plus de problème constaté depuis de nombreuses années. Mais régulièrement, des promoteurs du projet, c'est le cas par exemple de Francis Maire, l'ancien ministre de l'économie, qui était un défenseur du projet, et puis une fois qu'il a peu été en fonction, a dit les estimations qui ont été faites en termes de trafic de voyageurs sont bien trop élevées, on ne transportera pas autant de personnes, donc la rentabilité à long terme du projet et même son bilan écologique n'est pas celui qui est assuré par les experts qui défendent le lorsque projet. Francis Maire dit ça il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans. Les données sont plus du tout les mêmes. Allez expliquer aux habitants des vallées alpines que les trafics ne sont pas suffisamment importants. Ce sont des files de camions interminables qui asphyxient les vallées. Il y a 3 millions de poids lourds, hein, la moitié par les Alpes du Nord, la moitié par le Sud, qui passent chaque année, qui transitent à la frontière franco-italienne. Le but, et il n'y a pas d'autre solution pour cela, hein, malgré ce que peuvent dire certains. Technologiquement, il n'y a pas d'autre solution pour en basculer la moitié sur le rail. Lorsque Francis Maire dit ça, je ne sais pas quand il a dit ça, il y a très longtemps, mais ça correspond à des situations qui ne sont plus les mêmes. Le prix du carbone n'était pas le même, l'urgence écologique n'était pas la même. Et vous parliez de prévision de trafic, le nombre de poids lourds a augmenté de 16% depuis 2013 dans les vallées alpines. L'objectif du Lyon-Turin, si on parle en chiffres, c'est aujourd'hui de passer de 30 trains qui traversent la frontière à 160 en 2032. Dans un premier temps, le tunnel qui sera construit aura une capacité sur le long terme. Vous parliez du bilan carbone. Il y a eu des études internationales menées depuis longtemps. Pas une seule considère que sur la durée de vie de l'infrastructure, le bilan carbone sera négatif. Non. Après, la question est de savoir quand il le sera. Et c'est précisément le but de notre comité, d'essayer de faire en sorte que ça soit le plus rapidement possible. Ce tunnel, aujourd'hui, on voit passer à peu près une quarantaine de trains par jour, entre 30 et 40 trains par jour. Avec le Lyon-Turin, on pourra en faire passer dans un premier temps 160, puis ensuite monter beaucoup plus. La capacité pourrait être de 300 trains de fret par jour. Et pour finir, dans les arguments qu'on a entendus contre, plus surprenant, c'est Augustin Dromanel, président d'Aéroports de Paris, qui dit à 25-30 ans, le moyen de transport le plus écologique, ce sera l'avion, puisqu'on aura des avions décarbonés et que la seule infrastructure des avions, c'est l'air. Que vous dire oui, il y a beaucoup de déclarations qui se font et on recule toujours plus le calendrier. La vérité, c'est que partout en Europe, on développe les infrastructures ferroviaires. Les Suisses ont inauguré en 15 ans 3 tunnels identiques au Lyon-Turin. On ne peut pas accuser les Suisses d'être écocides ou de ne pas faire attention à l'environnement. L'Autriche est en train d'en construire un. Partout, les projets se développent. Sur le long terme, le ferroviaire pour les voyageurs et les marchandises, c'est la solution la plus écologique et la plus économe en énergie. Stéphane Gugino, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.